Parents détendus sur RCF Vendée, on retrouve notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. La semaine dernière, on a commencé à aborder ensemble la jalousie entre les frères, les sœurs, les fratries. On a examiné les causes ensemble. Aujourd'hui, on va voir comment on peut se positionner en tant que parent. Un petit rappel, bref, quelles sont les causes qui font qu'il y a de la jalousie ? Alors, il y a différentes causes, comme on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire soit c'est une concurrence pour atteindre l'attention parentale, c'est-à-dire qu'on estime que le petit frère ou la grande sœur a plus d'attention. Pourquoi tu fais plus de câlins à Isabelle et pas à moi? Donc là, voilà. Deuxième raison, c'est aussi, ça c'est complètement subjectif, c'est les différences perçues dans les traitements vis-à-vis de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment propre à l'enfant qui va croire qu'il y a du favoritisme, même involontaire, en fonction de l'âge, des besoins spécifiques, des contextes de vie qu'il peut y avoir. Et il faut faire attention aussi à ça, et j'en ai pas parlé la dernière fois, mais on peut parler aussi de ça, c'est-à-dire que la jalousie, par moment, peut être très mal vécue par l'enfant. Par exemple, imaginons que dans votre fratrie, vous avez un enfant handicapé et qui demande énormément d'attention. Eh ben, malgré eux, vos autres enfants vont être jaloux de l'attention que vous allez lui apporter à cet enfant qui en a besoin, et c'est tout à fait normal. Mais il y a une culpabilité qui va être derrière, c'est comment je peux être jaloux de mon frère qui est handicapé. Donc là encore, faites attention aussi à ça. Alors ça, c'est un aparté, mais j'en ai pas parlé la semaine dernière et je voulais en parler là justement, de cette jalousie qui peut être très mal vécue quand aussi la par différence l'enfant. est justifiée entre guillemets. Exactement. Quand on parle justement d'équité et pas d'égalité, c'est là où ça peut poser problème. Une autre cause aussi des disputes et des rivalités, c'est les différences de personnalité ou de compétences. On en parlait la semaine dernière. Quelqu'un qui est très bon à l'école et l'autre qui est moins bon, et l'enseignant va comparer, ou le parent, quand on parlait justement de réunion de famille, on va dire dis donc, qu'est-ce que Louane est facile à éduquer et Jean, pas du tout, par exemple. On va faire des comparaisons qui vont alimenter cette jalousie. Et puis, on parlait aussi, bien sûr, de la principale qui arrive, et c'est celle-là qu'on voit le plus, c'est l'arrivée d'un nouveau bébé ou d'un nouvel enfant dans la famille, qui est, bien sûr, source de jalousie et de disputes. Donc, maintenant qu'on a examiné les causes, les signes, c'est des disputes, de la tension, de la provocation. Exactement. On s'en fait vivre plein de belles choses dans la famille. Maintenant, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel ? La question à se poser, c'est est-ce qu'il faut intervenir ou pas dans ces disputes? Là, les disputes, elles sont inévitables et puis surtout, elles sont importantes puisqu'elles font partie du développement émotionnel. Quand vous avez une fratrie qui se dispute, tous ces enfants sont en train de travailler leur habilité sociale. Ce qui peut faire défaut pour certains enfants uniques. Et c'est pour ça, encore une fois, quand on a parlé du harcèlement scolaire, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on se rendait compte qu'il y avait une prédominance d'enfants uniques dans les harcelés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas développé cette compétence émotionnelle sur les habilités sociales. Ils n'avaient pas appris à communiquer, à se défendre et à prendre sa place au sein d'un groupe, puisqu'ils n'avaient pas vécu ça avec ses frères et sœurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait aussi des conflits, des disputes. De la même chose, les disputes, elles sont essentielles puisqu'elles apprennent la négociation. C'est-à-dire quand deux enfants veulent la même chose, ils vont réussir, on va leur apprendre à négocier pour justement trouver une solution à leur problématique, à faire des compromis et surtout à apprendre à gérer sa propre frustration, de ne pas avoir ce que l'on souhaite. Oui, sa sensation d'injustice. Exactement. Donc, on va voir qu'il y a des moments où on se doit d'intervenir et il y a des moments où il ne faut pas intervenir. Et c'est là, c'est essentiel. Quand est-ce qu'on n'intervient pas ? Exactement. On reste tranquille, installé sur le canapé. Voilà. Alors, on a toujours une oreille. On laisse traîner son oreille pour voir justement si ça va s'intensifier ou pas. Si la dispute est mineure, par exemple autour d'un partage de jouets, autour de c'est à chacun son tour de jouer aux jeux vidéo ou de jouer à un jeu qui ne peut se jouer tout seul, par exemple une petite voiture télécommandée, peu importe. Si c'est mineur et si ça monte pas dans les tours, on n'intervient pas. Même si je sais que, éthiquement, c'est pas le mot, mais qu'il y en a un qui se fait léser, par exemple. Alors, tant qu'il n'y a pas de violence, on n'intervient pas. C'est-à-dire, et il ne faut pas non plus que ce soit toujours récurrent, que ce soit la même personne. Il se fait voler son jeu, mais il laisse faire, il dit rien, ça lui va. On laisse faire. De la même façon, il y a toujours un positionnement dans une fratrie. Vous avez toujours des aînés et des petits derniers. Alors, je vais faire une comparaison qui est pas toujours heureuse, mais dans le règne animal, vous avez toujours, en fait, ces dominants et ces dominés. Là, on parle d'une fratrie.
sur un temps donné, il y aura toujours ce positionnement. Mais là encore, à nous, de par notre posture de parents, on va pouvoir valoriser ce positionnement pour pas que ça devienne, comment dire, pesant sur le petit dernier, mais plutôt en lui montrant oh, regarde la chance que tu as. Toi, tu as un grand frère qui va t'apprendre à comment jouer à ce jeu-là. Tu vois, dans ta classe, un tel, lui, il n'a pas de grand frère, il se peut pas savoir ça. Donc, on va, par notre positionnement, valoriser tout ça. Donc, on n'intervient pas quand la dispute est mineure ou quand ça tourne autour d'un désaccord classique, comme on vient de voir. On laisse l'enfant, en fait, les enfants trouver les solutions par eux-mêmes. Ça développe leur autonomie, ça développe la compétence sociale. Par contre, on intervient absolument quand il y a de la violence physique ou de la violence verbale. Alors, je dis absolument quand là, il peut y avoir une différence de force, un rapport de force qui n'est pas acceptable. Mais alors du coup, docteur, on intervient sur la cause ou sur les effets ? Sur le fait qu'il y a eu de la violence ou sur le fait qu'il y a de la jalousie à la base ? On intervient sur la violence. Et c'est pour ça qu'on va parler de réparation derrière. Je veux juste apporter un petit bémol sur ce que je viens de dire dans la violence physique ou verbale. Il ne faut pas tout confondre. Moi, j'ai 3 filles et 2 garçons. Mes filles ne sont jamais battues entre sœurs. Mais alors, mes garçons, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où ils se sont battus. Là, je les avais justement à Noël. Ils ont 16 et 19 ans. On est repartis dans des bagarres quand même. Moi, je les laissais faire parce que, en fait, ils arrivaient à gérer, en fait, leurs forces. Et c'était du jeu, mais qui permettait de se positionner. Très longtemps, l'aîné a été plus fort. Et là, on s'est rendu compte à Noël cette année que ça y est, c'est inversé, c'est le petit qui prend le dessus. Donc, il y a un inversement aussi, une inversion, des tendances. Mais surtout, c'est là où c'est intéressant. Moi, j'avais une phrase à l'époque parce que j'avais confiance dans mes enfants et j'avais mis le cadre et les règles. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de taper la tête, on n'avait pas le droit, en fait, de serrer le cou. Il y avait tout un qui était donné. Et j'avais cette phrase qui faisait rire énormément de gens et paniquait aussi beaucoup de parents. C'était « Je n'interviens que s'il y a du sang ». Et ça, c'était Cette phrase m'est encore ancrée dans la tête depuis que vous me l'avez dite, Emmanuel. C'est mon leitmotiv. Et je peux vous dire que j'ai dû intervenir sur le nombre d'années peut-être une fois où c'est parti trop loin. Et parce qu'il s'était passé quelque chose d'assez important dans la soirée pour mon fils aîné. Et en fait, il a décompensé comme ça. Il fallait qu'il se venge sur quelqu'un. C'était son petit frère. Mais ils étaient ados déjà à l'époque. Mais je n'ai jamais eu besoin d'intervenir. Pourquoi ? Parce que le cadre était posé. D'accord ? Donc, intervenez le moins possible. Donc, violence physique, violence verbale, différence de force, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Différent d'âge, c'est quand un enfant impose en fait sa volonté ou domine systématiquement. Si c'est toujours la même personne, on intervient, c'est pas normal. Quand c'est des tensions récurrentes qui sont pas résolues parce qu'on n'a pas dénoué le conflit. Là, on va intervenir, et moi je parle assez souvent du TEF, du temps d'échange en famille. C'est l'opportunité d'en parler pendant le conseil de famille en disant cette dispute est récurrente, il faut qu'on trouve une solution. D'accord ? Donc ça, on intervient absolument. Par contre, attention aux erreurs que font la plupart des parents. Et la première erreur, c'est prendre parti. Si on prend parti, ça renforce la jalousie et ça renforce le sentiment d'injustice. Mais des fois, c'est l'enfant qui fait appel à notre avis. Mais maman, il me laisse pas prendre ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh ben là, justement, on peut commencer par dire, parce qu'il y a différentes façons, il y a différents paliers. On commence par dire, bah écoute, j'ai totalement confiance en vous deux, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Et là, on va se retourner vers l'aîné en disant, bah, Paul, je compte sur toi. Toi, tu es un petit peu plus grand. Tu sais beaucoup mieux gérer ces situations-là. Donc, trouve une solution avec ton frère. Première étape. On commence par les laisser chercher par eux-mêmes. On peut même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut être dans un positionnement de médiateur. D'accord ? Je vois, vous n'arrivez pas à vous entendre. D'accord ? Expliquez-moi chacun à votre tour ce qui ne se va pas. Donc là, on va permettre aux enfants de se positionner. Mais encore une fois, on ne prend pas parti. On laisse les enfants évoquer, en fait, leurs différends. Et après, on va leur demander, on peut leur demander également de évoquer leur ressenti en utilisant le « je » et pas le « tu ». On a dit dans l'exemple tout à l'heure, dire il a pris les jeux vidéo, il veut pas me donner les jeux vidéo. Là, on peut inciter l'enfant à dire non mais je suis en colère, j'ai envie de lui taper dessus parce qu'il me laisse jamais jouer avec le ballon, par exemple. Là, c'est le jeu. Donc là, l'enfant arrive à évoquer. Très bien. Donc on va dire une phrase, encore une fois, on pose une question. Bah ok, très bien, j'entends ce qu'on est en train de me dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit content ? On va laisser encore une fois les enfants trouver une solution à leurs problématiques. Alors
C'est quoi? Je vous vois complètement dubitative Mais là-dessus. non, c'est pas que je suis dubitatif, c'est que je pense que quand on n'a pas ces automatismes-là, pour les mettre en place, ça demande beaucoup de changements. Parce que moi, par exemple, typiquement, j'aurais dit, tu veux pas lui prêter ton jeu? Mais non, parce que là, vous intervenez. Oui, Et mais comme vous intervenez, vous prenez parti d'une certaine façon. Mais devenir des meilleurs parents et des parents détendus, ça demande aussi de changer ses propres automatismes. Mais c'est que ça. Ce n'est que ça. Donc C'est bien voilà, pour ma ça tête, que c'était je suis en train de changer, Emmanuel. ce n'est que ça. C'est bien pour ça que moi, je ne travaille qu'avec les parents et jamais les enfants. Puisque c'est le parent qui va donner le là, entre guillemets, à son harmonie familiale. C'est lui qui a les pleins pouvoirs pour changer les choses. Et c'est de par sa posture qu'il va changer les choses. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Parce que ça veut dire que le parent, faut qu'il travaille sur ses émotions. Bien sûr qu'on aurait envie, en tant que parent, de prendre direct l'objet et de dire, bon, maintenant, ça suffit, t'arrêtes tes bêtises, Oui. donne-le à ton frère et terminé. Et à la fin, moi, ça m'est arrivé, on me le confisquait parce que personne n'avait réussi à s'entendre. Ah, mais dans ce cas-là, on ça enlevait arrive. la source du... Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que ça fait partie du process. C'est-à-dire que si des solutions ne sont pas trouvées par eux-mêmes, là, on va proposer une solution. Est-ce que, par exemple, si je vous propose des enfants, c'est 10 minutes chacun, est-ce que vous êtes d'accord? Non, et s'ils disent non tous les deux, bon, bah, très bien. Donc, tant que vous n'êtes pas d'accord, je prends l'objet. Pour aujourd'hui, il est confisqué. Et s'il y en a un qui dit oui et un qui dit non, est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer la jalousie? Eh ben non, parce que là, on rediscute. Ok. Il faut qu'ils trouvent des solutions par eux-mêmes. Alors, c'est épuisant au départ. C'est comme tout changement de posture. C'est épuisant pour le parent au départ, mais plus vous allez le faire, plus ce sera facile et plus vos enfants, surtout, vont prendre l'habitude de le faire. Ils vont Donc, arrêter de venir vous demander de statuer tous les 5 minutes parce qu'ils vont apprendre à gérer ensemble. Exactement. Et puis, si vous voyez qu'au niveau des disputes, ça devient violent, il y a de la violence, eh ben là, on sépare. À un moment donné, s'ils ne trouvent pas de solution, ils continuent à se taper dessus et on sent qu'ils sont trop énervés, trop pris par leurs émotions, ils n'arrivent pas à redescendre. On sépare les enfants pour qu'il y ait un temps pour chacun, pour justement redescendre dans les émotions. Et une fois que c'est redescendu, on va parler réparation. Imaginons que la dispute s'est faite parce qu'un tel a tapé, il y a un qui a commencé en tapant un de ses frères et sœurs pour avoir un jouet. Eh ben, on va demander à cet enfant-là de réparer ce qu'il vient de faire. Encore une fois. Comment il peut faire? Ah ben réparer, c'est simple. Hein, c'est comment. La question, c'est comment. Déjà, on pose la question à l'enfant. Comment pourrais-tu montrer à ton frère que tu es désolé de l'avoir tapé, d'avoir commencé la bagarre? Donc ça peut être un dessin, ça peut être lui prêter un jeu, ça peut être un câlin, ça peut être tout dépend comment l'enfant est. Et s'il ne trouve pas de solution, c'est à vous d'en proposer. Est-ce que tu crois pas que si, justement, viens avec moi, on va cuisiner, par exemple, on va faire des gaufres, tu sais que ton frère adore ça, et ce sera toi qui auras fait des gaufres pour ton frère. C'est-à-dire que là, encore une fois, on va privilégier la réparation à la punition. Alors, la punition, c'est sûr, hein, c'est beaucoup plus facile, hein, mais c'est pas éducatif. Alors aujourd'hui, on voit comment se positionner face à des disputes dans une fratrie qui sont liées à la jalousie. Est-ce qu'à un moment donné, dans mon discours face à mes enfants, je prononce ce mot de jalousie? Tu es certainement jaloux. Non, c'est la jalousie. Il y a un côté très négatif. Hein. Regardez dans la société, quand on parle de quelqu'un, bah oui, t'as vu comment il est, c'est parce qu'il est jaloux. C'est complètement négatif. La jalousie, en fait, c'est une non-maîtrise de ses émotions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.